Chères sœurs, chers frères, faire sourire l'orphelin, redonner espoir à l'adolescent évoluant dans les établissements pour enfants privés de famille, déculpabiliser la jeune femme, le jeune homme à qui on a séquestré toute information les concernant. Voilà le rêve de Mohamed Chérif Zambédiou, devenu homme aujourd'hui et qui s'exprime devant vous ce soir. Ce rêve amplifié et soutenu par vous contribuera, j'en suis sûr, non seulement à l'épanouissement de tout enfant installé sur les braises de la souffrance, mais sans aucun doute à éduquer, former, inculquer à ces êtres innocents les valeurs nécessaires pour qu'ils puissent contribuer à leur tour, et cela à part entière, à une réconciliation profonde entre l'humain et ses semblables. Chères sœurs, chers frères, permettez-moi ce soir de lancer à partir de votre pays frère, de vous tous présents, un ultime appel aux consciences vives, car après ce long pays, et avec mon expérience d'abandonner et ensuite d'adopter, qu'il est impératif, voire urgent, que toute la société universelle se mobilise et investit davantage ses efforts pour favoriser l'accueil rapide de cet enfant, et cela dès sa naissance. Qu'il ait une famille, peu importe qu'elle soit biologique ou adoptive, le plus important est que la transparence et l'amour y soient présents. Merci beaucoup. Vraiment, c'est très touchant, c'est très touchant. والله نحن نخدموا في الصحراء ان شاء الله نقعدوا ديما نخدموا فيهم وان شاء الله نقعدوا ديما دايرين فيهم وفريمون un sourire d'un enfant c'est la vie, c'est vraiment c'est l'espoir, c'est ce que je peux pas plus parler, mais vraiment c'est très touché. Bon, je vais donner la parole à l'assistance des qui fait une petite intervention. Madame. Je voudrais vous remercier parce que j'ai été particulièrement intéressé par votre exposé. Le côté émotionnel, je vois que c'est un côté qui est partagé avec toute l'assistance. Le côté admiration, je vous salue particulièrement parce que vous êtes un exemple réussi. Vous êtes un exemple réussi dans la mesure où vous avez pu réaliser la réconciliation avec vous-même. Vous êtes un exemple réussi également dans la mesure où vous êtes arrivé à vous mettre à un niveau de militantisme, de recherche, de défense, de droits de l'enfant, en partant de votre propre expérience. Je crois que c'est le côté qui nous unit également au niveau de cette séance. Concernant la question qui a été posée par madame, je suis entièrement de votre avis pour annoncer le plus précocement possible l'histoire de l'enfant, même adopté, à ce même enfant. Parce qu'il arrive toujours que le contexte familial, aussi uni soit-il, qu'il dénonce d'une manière très insidieuse, d'une manière très agressive parfois, une réalité d'adoption qui est longtemps cachée par les parents. Et cette dénonciation non dite, médite, cachée, est toujours blessante pour la personne de l'enfant. Donc il est droit de l'enfant de savoir exactement ce qu'il doit savoir au niveau du fait que, en effet, ses parents n'ont pas été capables d'adopter pour une raison ou pour une autre, et que c'est ces parents-là qui l'ont adopté, qui ont une fonction de parents, et qui sont l'équivalent, le substitut, le remplaçant des parents, et qui ont pratiquement les mêmes droits, et les mêmes égards que les autres parents. Concernant le village SOS Rotary, je veux particulièrement Inès et Rotary de Pantor qui va organiser une telle séance. Je crois qu'elle est très riche en instructions pour tous les programmes d'insertion. Particulièrement, je remercie M. Thierry de la protection de l'enfance, qui est quotidiennement confronté à ce genre de problèmes. Et il y a toujours une recherche de l'identité personnelle et une quête d'identité personnelle. La plus grande crise, c'est pas l'adolescence, donc pratiquement entre 11 et 15 ans. Il est donc indispensable que cette crise d'identité soit résolue bien avant 6 ans.
Merci pour votre précision. Bon, merci beaucoup. Je me rejoins au docteur Chikidine pour vous dire que chez nous, à la SOS, par exemple, on explique à l'enfant, dès qu'il commence à comprendre un peu la vie, avec des histoires, des jeux, il y a des mamans qui mettent à enceinte, qui donnent la vie à un enfant, il y a d'autres mamans qui peuvent l'élever. Il n'est pas obligatoire que la mère gératrice soit elle-même toujours biologique, soit elle-même toujours la mère protectrice, la mère éducatrice. Donc, avec cette idée, dès le départ, il construit sa personnalité au fur et à mesure, il se construit à partir de cette idée, et ça ne lui pose pas de problème. Le problème des enfants abandonnés en Tunisie, moi je ne dirais pas abandonnés, je dirais même pas sans soutien familial, mais je dirais confiés à la société. Je reprends un mot de François Bourdeau, les enfants confiés à la société, quand ils sont adoptés, le problème c'est que la plupart des gens, quand ils adoptent, c'est après avoir essayé d'avoir fait eux-mêmes des enfants, n'ont pas réussi. Donc, une grande soif d'avoir des enfants à soi. Et quand ils ont l'enfant, ils vont adopter l'enfant, ils vont se l'approprier. Généralement, ils vont mentir, ils vont lui dire c'est vous tes parents. On a été sur ce terrain-là, on a fait des recherches, et moi je pose la question en fait aux spécialistes. Je ne dis pas que c'est comme ça, je dis tout simplement expliquez-moi cette histoire et expliquez-moi à l'enfant appartient au lit. L'enfant appartient à la mère. Donc, est-ce que c'est le machisme de l'homme de tous les temps qui a fait qu'il défende ses intérêts en manipulant en fait? Je vais essayer d'évoquer tout à l'heure. Vous, je pense, tout à l'heure, vous avez parlé du cycle infernal de séparation. Et j'adhère totalement à ce que vous disiez, parce que moi je l'ai vécu, j'en parle dans le petit court-métrage que vous avez vu tout à l'heure. Imaginez, vous êtes né un certain 25 novembre, vous êtes abandonné 4 jours après, il y a déjà la blessure dans le couple avec votre maman. Vous vivez dans une pouponnière pendant 3 mois, donc certaines habitudes qui se mettent en place, certains mécanismes qui se mettent. Et hop, on vous reprend et on vous emmène ailleurs. Vous allez à la rencontre, pour mon cas, ça a été mon grand-père adoptif et ma grand-mère adoptive pendant 6 années. Et on m'emmène en France pour découvrir un autre monsieur et on me dit c'est ton père. Je pense qu'il y a la mère. Pendant une certaine période de ma vie, entre 17 et 20 ans, je n'osais même pas écouter les discussions sur ce sujet, de peur d'être un fruit d'un viol. Et j'ai même été dans le délire pathologique du viol collectif, concept de résilience, bon, le terme emprunté à la physique, hein, on devient blindé à force de traverser les épreuves. Moi j'ai été un hadith, l'adversité ne cesse de s'abattre sur le croyant jusqu'à ce qu'il comparaisse devant son créateur sans aucun péché. Quand on rencontre la foi, quand on pardonne, quand on rentre dans un élan de pardon, je pense, en tout cas c'est mon cas, nous je suis complètement désintéressé ici-bas. Ma réponse, je l'attends en haut. Après, piétiner ce gosse. Je parle de la société. Je ne la culpabilise pas non plus. Elle est ce qu'elle est. Surtout dans notre monde arabe musulman. Et on sait à cause de quoi et à cause de qui. Enfin voilà, c'est l'émotion. Merci beaucoup, Madame Rif Hachena, merci beaucoup, Monsieur Zahar Al-Haro, et merci toute l'assistance où on vous invite, c'est le Rotary Club et Cyril Medlabel, vous invite à un buffet. Merci et à bientôt. Vous voudrez prendre la parole? Oui, c'est un bonito. Bon, on a évoqué le Rotary Club Ratawi. Il ne faut pas oublier aussi notre club parrain, qui est le club du Rotary de Sousse. Et je remercie tous les membres qui sont venus nombreux. Et en l'occurrence, il notre vaste gouverneur, et tous les amis du Rotary de Sousse.
On les a peut-être un peu encouragés dans les outils, c'est pour ça que j'ai tenu à les évoquer. Je les remercie d'être venus. Merci.